Une question de notre collègue Stéphane Mazard. Oh, excusez. Oui, merci Madame la Présidente. Merci messieurs pour vos propos liminaires. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être une question plus à votre attention, maître, est-ce qu'aujourd'hui, le périmètre du droit est suffisant? Est-ce qu'à droit constant, si on se donnait les moyens, on pourrait faire cesser ce type d'infractions commises dans les stades? Donc ça, c'est ma première question. Quand on a l'habitude de fréquenter les stades, il est assez aisé de constater la commission des infractions. Et vous avez tout à l'heure donc passé une bande d'enregistrement qui est assez édifiante. Est-ce qu'il y a des plaintes qui, dans la foulée du match, sont adressées au procureur de la République territorialement compétent? Et que deviennent ces plaintes sur la base de constats qui ont pu être faits lorsqu'on est dans une enceinte sportive? Après, est-ce que vous, les associations, votre association a eu l'occasion, s'il y a eu des poursuites pénales, de se constituer partie civile? Est-ce que la caution de partie civile a été déclarée recevable? Là, pour le coup, est-ce qu'on vous a reconnu un intérêt à agir? Et est-ce que vous avez pu faire valoir vos droits? Et puis, toujours sur le plan pénal, est-ce que vous pensez qu'il faut aller chercher la personnalité morale du groupe de supporters? Pourquoi pas du club, ou est-ce qu'il faut aller chercher la responsabilité personnelle d'un qui arriverait à identifier après un minimum d'investigation par les autorités compétentes? Et puis peut-être un dernier point, vous avez dit effectivement que lorsque vous voulez vous constituer partie civile, on vous demande de consigner, ce qui n'est pas possible pour vous puisque vous n'avez pas de moyens. Si vous faites effectivement une citation directe ou une plainte avec caution de partie civile et avec l'obligation de consigner, peut-être qu'une personne morale qui n'a pas de fonds peut quand même être éligible à l'aide juridictionnelle et à ce moment-là être dispensée de consignation. Alors c'est un peu compliqué, un peu long, fastidieux, on connaît tout ça, mais en fait c'est peut-être un moyen effectivement quand même de pousser certains dossiers lorsque les affaires quand même le valent. Oui, je vous remercie pour vos questions qui effectivement sont tout à fait importantes. D'abord pour vous répondre sur l'arsenal législatif, on a tendance, et on le voit avec nos lois de simplification du droit, on a tendance en France à empiler les normes. Or, l'arsenal législatif est largement suffisant. La base textuelle qui nous sert depuis presque 150 ans, finalement, c'est la loi de 1881. Les injures, la diffamation, tous ces délits qui font l'objet d'une grande jurisprudence et qui sont parfaitement identifiés. Donc, faire intervenir le législateur pour légiférer à nouveau sur cette question particulière, point n'est besoin, à mon sens. On dispose des textes suffisants pour pouvoir... Alors après, venir codifier de la jurisprudence pertinente, c'est par exemple ce que nous avions proposé en matière... la jurisprudence du Conseil d'État dont j'ai parlé tout à l'heure, qui impose une obligation de sécurité de résultat au club, ça nous avions proposé de l'introduire dans le Code du sport. L'amendement l'an dernier n'a pas été retenu, mais voilà, ça pourrait être des retouches importantes pour rappeler fermement au club que dans le texte, on a une obligation de sécurité de résultat, que c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Donc quelques retouches. Pour ce qui concerne les injures, une loi déjà très ancienne qui a fait ses preuves. Ça fait partie des très grandes lois de la Troisième République. Ensuite, pour le processus, de constitution de partie civile, et concrètement comment on met en œuvre ces textes, il y a le droit et il y a la vie. C'est-à-dire que ça peut exister en texte, mais pour le mettre en acte, comme vous l'avez dit, c'est très fastidieux. Très fastidieux parce que l'aide juridictionnelle, ça impose de constituer un dossier, ça impose déjà de prendre un avocat. Nous, Stop Homophobie, nous sommes un collectif d'avocats qui agissons bénévolement. Et c'est pour ça que le collectif Rouge Direct s'est adressé à nous, parce que nous sommes des bénévoles, nous sommes des collaborateurs du service public, et voilà, pro bono, nous agissons pour ces collectifs qui sont dans la peine, qui ne sont pas entendus, et on le fait gratuitement. Mais tous mes confrères n'agiront pas pro bono pour des associations
en province qui voudraient se constituer partie civile. Donc voilà, les frais d'avocat, il faut compter pour une procédure pénale environ 3 000 euros. Vu le nombre de chants homophobes qui sont proférés dans tous les stades de France toutes les semaines, ça ferait plusieurs millions d'euros mis à la charge des associations pour lutter contre ce problème. C'est pour ça que nous proposons et que nous insistons à chacune de nos réunions avec l'administration sur ce merveilleux mécanisme de l'article 40 du Code de procédure pénale qui impose à vous, fonctionnaires et dépositaires de l'autorité publique, d'agir en notre nom. Donc nous sommes des collaborateurs du service public, nous sommes des lanceurs d'alerte, nous vous transmettons ces alertes à vous, ministres, à vous, parlementaires, de transmettre ces signalements aux procureurs compétents. Après, c'est le principe de la libre appréciation des poursuites, c'est au procureur de la République d'apprécier si oui ou non il donne une suite à ces incidents. Voilà, donc les 10 premiers incidents, il pensera que c'est pas très grave. Les 100 prochains incidents, il se dira tiens, il y a un problème public. Et quand on en aura peut-être transmis 1000, peut-être que les magistrats finiront par se dire bon, il est temps de prendre nos responsabilités et d'infliger les sanctions qui sont prévues simplement par la loi. Et alors, très important, oui, juste un dernier mot sur l'usage de l'article 40 du Code de procédure pénale. Le préfet du Nord avait fait usage de ses pouvoirs en 2019 lors d'un match du RC Lens. Oui, et Julien va nous en dire un mot. Oui, c'est justement, je vais y répondre aussi. Je vais vous dire un exemple très significatif. En 2019, nous avons une vidéo d'un chant homophobe, OVA, bande de PD, du capot de Lens, du RC Lens, dans la tribune Marek, où c'est un chant qu'on retrouve sans arrêt. OVA, bande de PD, c'est O Valenciennes, bande de PD. Bon. On publie cette vidéo qui est reprise par 20 minutes, parce que le rôle des journaux, des journalistes est très important aussi dans ces histoires. En tant que lanceur d'alerte, on compte aussi beaucoup sur eux. Donc 20 minutes publie une information sur ce chant homophobe. Le préfet, effectivement, le préfet du Nord est informé qu'il y a un délit d'homophobie au stade Bollaert et il fait un signalement au titre de l'article 40 au procureur de Béthune. Miracle, on applique la loi en ce qui concerne l'homophobie dans le football. Ça, c'était en 2019. Bon. Je crois que l'instruction est encore en cours. Des avocats, oui, comme vous dites, on aimerait bien savoir où ça en est. Si la commission d'enquête peut poser la question au parquet de Béthune, on serait très heureux de savoir où ça en est. Votre question, elle est très importante sur la responsabilité individuelle. Il se trouve que nous, quand on dénonce ce chant homophobe et que le capot est identifié, on a un échange avec la direction du club de Lens. Parce que nous, on aime bien discuter avec les clubs, voir un peu dans quel état d'esprit ils sont. Et là, la direction du club de Lens nous dit, écoutez, le capot, c'est un jeune père de famille qui est dévasté par ce qui lui arrive. Et ça va être très compliqué s'il y a un dépôt de plainte contre lui. Donc tout de suite, nous, humainement, on se dit, on ne prend pas la responsabilité de porter plainte contre cette personne. En revanche, on veut lui parler. Bon. On s'arrange avec le club de Lens pour se rendre là-bas, au stade Bollaert, pour rencontrer les supporters. Malheureusement, ces supporters n'ont pas souhaité nous rencontrer. Et ça nous interroge beaucoup sur la fameuse prévention de la LFP et de ses partenaires en direction des supporters. Si vraiment cette prévention elle était faite, les conditions seraient réunies pour qu'il y ait un dialogue. Nous, on avait renoncé à porter plainte contre cette personne qui avait commis un délit odieux, mais humainement, on n'a pas porté plainte. Juste pour vous dire que on n'est pas des fous furieux. On veut pas. On considère que si la sensibilisation, elle avait été faite par les clubs, par la LFP, c'est d'abord à eux de prévenir ces supporters de ce qu'ils risquent. Ce pauvre homme qui est assez stupide pour dire bande de PD, s'il n'est pas prévenu de ce qu'il risque, eh bien, pour notre collectif, la responsabilité, elle est d'abord à la LFP
prévenir tous ces supporters, attention, si vous continuez comme ça, vous allez avoir des problèmes avec la justice. On avait été auditionné par la mission d'information Marie-Georges Buffet, Sacha Houlier en 2019. Et je reprends le fil de mes pensées. C'est pas très facile en ce moment de retrouver le fil de ses pensées. Bon. Ça va sans doute revenir. On peut peut-être... Excusez-moi. Sinon, il y a une question qui suit. Il y a une question. Claudia Rouault. Oui, alors c'est vrai que à écouter tout à l'heure votre vidéo, c'est sûr qu'on entend ça dans quasiment tous les stades, hein. Moi, je suis de Rennes, mais c'est la même chose. Alors, peut-être pas pour les Lyonnais, bien évidemment. Hier, Noël Le Graët a dit à plusieurs reprises, ils le disent, mais ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Vous l'avez entendu, sans doute. Non, mais voilà. Et je pense que ça serait simple d'interdire certains chants. On devrait pouvoir le faire. Alors, qu'ont fait les Anglais, puisque vous l'avez cité, pour justement remédier à ça, s'il vous plaît? Alors, figurez-vous que ça va vous intéresser, étant donné que tout est parti d'un travail parlementaire qui a fait le même travail que vous, un travail d'enquête sur le niveau d'homophobie dans le football et les meilleures manières d'y remédier. Ils ont fait des préconisations, et pour résumer les préconisations de cette commission d'enquête anglaise, c'était tolérance zéro. Pourquoi pas ? Il se trouve qu'il y a des différences culturelles entre le football anglais et le football français. Et par exemple, comment vous dire, en Angleterre, il y a une culture plus communautariste. Les groupes LGBT se retrouvent de manière affinitaire, communautaire, sur un drapeau, un symbole, etc. Et ils ont une visibilité beaucoup plus grande que nous dans les stades. Il y a des clubs de supporters, beaucoup de clubs de supporters LGBT en Angleterre, qui ont une visibilité. Et les responsables de clubs anglais, je vais prendre le cas de Liverpool, l'entraîneur de Liverpool s'appelle Jürgen Klopp, il n'hésite pas à discuter, à donner de la visibilité à ses supporters LGBT. Il discute avec eux, il banalise en fait le caractère, l'aspect LGBT, et ce sont juste des supporters qui doivent être respectés. En France, on aimerait que les clubs, les présidents de clubs, des entraîneurs, des capitaines, de manière naturelle, spontanée, rencontrent des clubs de supporters ou des LGBT et puis donnent à voir qu'on peut respecter des LGBT. C'est possible. En Angleterre, ils le donnent à voir et ça banalise et ça permet, comme vous le disiez, de faire réfléchir certains qui ne se rendent pas compte que l'injure homophobe est violente, même quand elle n'est pas forcément consciente. Vous voyez ? Il y a des actions très simples à mettre en place. Les joueurs de l'équipe de France refusent de prendre position, ont refusé de prendre position pendant la Coupe du Monde au Qatar, alors que le Qatar, c'est un pays qui persécute les personnes LGBT qui sont passibles de la peine de mort. Et les joueurs de l'équipe de France ont été absolument incapables de demander le port du brassard One Love, alors que 7 fédérations européennes se sont battues pour porter le brassard One Love. Nous, en France, on est très en retard. Ça a été aussi une nouvelle occasion de vérifier le retard considérable qu'on a dans la lutte contre l'homophobie dans le football. Et M. Le Graët, à l'époque, s'était vanté dans le Figaro d'avoir été, je cite, un des leaders contre le port du brassard One Love. Voilà, M. Le Graët qui a eu une prise de conscience très, très spectaculaire, hein, apparemment. En tout cas, les joueurs de l'équipe de France pourraient... vous voyez, par exemple, on a eu Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, qui nous a quand même dit qu'il fallait respecter la culture du pays. Vous voyez, tuer les LGBT, les condamner à mort, ça relève de la culture ou ça relève de l'atteinte gravissime aux droits de l'homme? Vous voyez le niveau
de non-formation, de non-sensibilisation qui vaut pour la FFF et qui vaut pour la LFP. Je parlais de pinkwashing tout à l'heure, hein, c'est un mot qui est adapté. Si je peux en dire un mot, par exemple. On a une opération, si je suis trop long, il faut me le dire, hein. On a une opération maillot arc-en-ciel dont se vante la LFP et ses partenaires associatifs LGBT. Bon, on voit qu'il y a de plus en plus de refus de porter ce maillot arc-en-ciel. Parce que cette opération, elle est mal faite. Et là, je crois que vraiment la commission d'enquête doit se pencher sur qui s'occupe de la responsabilité sociétale et environnementale, le RSE, au sein de la FFF. Qui est en charge de ça? Depuis combien de temps? Quel est son bilan? Ce maillot arc-en-ciel, on leur met sur le dos, la veille du match de la journée des gays, là, le 17 mai, on leur dit, allez, maintenant, les cocos, vous mettez le maillot arc-en-ciel. Ben, certains ont des convictions d'ordre religieuse, on va dire, qui leur posent problème, parce que on sait très bien qu'il y a des problèmes entre homosexualité et religion, quelle qu'elle soit. On le sait. Eh ben, peut-être que ça doit s'anticiper. On sait qu'il y a des joueurs très croyants, très pieux, dans le championnat de France. Si la LFP et ses partenaires faisaient un travail intelligent de sensibilisation, ça peut être intéressant, ces maillots arc-en-ciel. Mais il faut s'y prendre 6 mois à l'avance. Dire, dans 6 mois, vous allez porter un maillot arc-en-ciel en signe de solidarité avec les LGBT. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Oui, alors ça pose problème, on va dire, allez, à 10 personnes. Bon, ben, ces 10 personnes-là, on a 6 mois pour les accompagner, pour travailler avec elles sur leur blocage par rapport au port du maillot arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ben, on va les accompagner, on va aller voir l'association Le Refuge, par exemple, avec des jeunes LGBT qui sont chassés de chez eux par leurs parents du jour au lendemain. Ils ont 16 ans, 17 ans, ils se retrouvent à la rue parce qu'ils sont LGBT. Eh ben, les joueurs de football réfractaires, ils vont se déplacer, parce que c'est bien aussi quand ils se déplacent, quand c'est pas toujours les associations qui viennent voir les stars, qui se déplacent un petit peu, qu'ils écoutent ce que c'est d'être à 16 ans viré de chez soi. Peut-être que, pour la plupart d'entre eux, quelle que soit leur conviction religieuse, humainement, ils vont comprendre qu'on doit quand même défendre les LGBT. Au bout de quelques mois, peut-être que d'autres seront toujours réfractaires. Ils refuseront toujours de porter le maillot le 17 mai, mais ceux-là, eh bien, on pourra considérer que c'est une faute grave par rapport au contrat de travail. Ils auront été prévenus 6 mois à l'avance, on les aura accompagnés, on aura tout fait pour qu'ils le portent. S'ils ne veulent pas, eh ben, ils sont virés du club. Eh ben, c'est pas grave, parce que dans le monde, il y a 80 pays où l'homosexualité est pénalement répréhensible. Donc ils n'auront aucun mal à trouver un autre championnat dans le monde où ils pourront jouer. Hein, au Qatar, en Arabie Saoudite, en ce moment ça recrute beaucoup. Donc voilà. Mais on aura été au bout, on aura prévenu, on aura fait de la sensibilisation intelligente, ce que la LFP, évidemment, ne fait pas. Une question de Stéphane Buchou. Oui, merci Madame la Présidente. Désolé de mon retard. J'attendais avec impatience, Monsieur, la fin de votre propos, parce que je me disais, en fait, est-ce qu'on n'est pas... alors c'est facile de le dire là, entre nous, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre le sujet, pardon pour cette expression un peu triviale, mais par le petit bout de la lorgnette, parce qu'effectivement, les actions de sensibilisation, c'est très bien, mais bon, il y a un moment, et vous y êtes venu, si le joueur en question ou les joueurs en question refusent in fine après s'être rendus dans telle ou telle association de porter le maillot, que se passe-t-il? Et donc, on l'a vu sur d'autres sujets qui sont l'objet de cette commission d'enquête, la quête de la médaille ou du titre, et on est en train de parler de football, en fait, emmène tout sur son passage et dépasse tout. Est-ce que selon vous, il n'y a pas des
des décisions drastiques à prendre. Vous parliez de contrat de travail par rapport aux joueurs. Est-ce que vous pensez, vous, du fait de votre expérience et de votre expertise, que les clubs de football professionnels, en l'occurrence, ont aujourd'hui la maturité suffisante, nécessaire pour mettre en œuvre ce que vous venez de dire? Alors, vous savez... Excusez-moi. Voilà, juste voilà, un complément à la question. J'en profite peut-être pour compléter. Tout à l'heure, justement, vous parliez du RSE de la Ligue, mais qui devrait aussi se décliner dans toutes les structures, et notamment dans les clubs. Et est-ce que dans la répartition des droits télé, on sait que c'est un élément très important, cette dimension-là ne pourrait pas rentrer, avec une obligation pour les clubs de se mobiliser sur un certain nombre de sujets, dont celui-ci? Si vous saviez à quel point votre question est pertinente, je vais vous répondre très précisément, à vous deux. Il se trouve que cette année, la Ligue de football professionnel, c'est-à-dire les clubs, la Ligue, elle organise le championnat de France des clubs de foot professionnels. Cette année, il y a eu une réforme de ce qu'on appelle la licence club, c'est-à-dire la licence que la LFP accorde aux clubs pour pouvoir disputer le championnat de France et donc avoir touché les droits de télé. Et dans cette réforme, il y a eu un article de l'Équipe là-dessus. La LFP s'est vantée d'avoir changé le barème et d'avoir introduit, dans le cadre de la RSE, la question des discriminations. Je vous explique très rapidement. Pour avoir la licence club, les clubs doivent remplir certains critères qui valent un certain... Il y a un total de 10 000 points. Et les clubs doivent obtenir 7 000 points pour avoir la licence club. Quand on regarde le détail des critères, eh bien, l'état de la pelouse compte pour 1300 points. L'état de la pelouse, 1300 points. Un atelier de sensibilisation sur l'homophobie ou le racisme, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas faire du tout d'atelier de sensibilisation sur l'homophobie, c'est 100 points. Le respect des LGBT pour la Ligue de foot professionnelle vaut 13 fois moins que l'état de la pelouse. Si vous voulez un indicateur chiffré du mépris de la LFP et des clubs sur la question de l'homophobie, vous l'avez. Oui, pardon. J'ai répondu à votre question ? Il est, ouais. Alors, il est variable, je vais vous dire. En 2013, il y a eu une enquête qui a été menée par le Paris Foot Gay au sein du football professionnel, parmi les joueurs de foot professionnel. Cette enquête a montré que 41% des footballeurs professionnels et 50% des jeunes en centre de formation qui jouent actuellement ont des opinions homophobes. Donc nous, on avait tiré le signal d'alarme à cette époque-là. C'est alarmant, ce niveau d'homophobie parmi les joueurs professionnels. 10 ans plus tard, on n'a pas d'indicateur sur ce niveau d'homophobie. Et c'est en lien, par rapport à votre question, à l'état d'esprit des clubs par rapport à la lutte qu'ils veulent mener contre l'homophobie ou pas. Je vous disais, c'est variable parce que nous, quand il y a des faits d'homophobie, soit les clubs ne nous répondent pas, nous ignorent. Je m'excuse, je ne vous vois plus, monsieur. Non, mais je ne peux pas bouger le micro. Excusez-moi. Le PSG s'en fiche totalement. Ils ne nous répondent pas. L'OM, no comment. Ils s'en fichent totalement. En revanche, un club comme Saint-Étienne, on a eu des discussions avec le président, Jean-François Soucas, dont, un peu sous le sceau de la confidentialité, on s'était promis de ne pas en parler, donc je ne peux pas vous dire le détail de ce qu'on s'est dit. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils détestent ces chants homophobes. Et à Saint-Étienne, ils sont servis. C'est affreux.
il y a une volonté d'agir, mais ils ne savent pas comment agir. Parce que individuellement, si une direction de club dit à ses supporters, maintenant, vous arrêtez, vous la fermez, sinon je ferme la tribune, etc. Ça ne marche pas. Les supporters vont redoubler en provocation. Donc ce qu'on avait dit à Saint-Étienne, c'est que d'abord, si les chants continuaient, on allait porter plainte. Ce que M. Soukas a tout à fait compris. Il m'a répondu, oui, moi, vous avez bien raison, mais nous, on se défendra. Normal. Mais ce qu'on a proposé à Saint-Étienne, c'est d'écrire au président de la LFP, M. Labrune, de trouver quelques clubs qui sont dans le même état d'esprit. Je pense à Lille ou à d'autres clubs qui avaient signé la charte contre l'homophobie, contre le football, et à ce moment-là, qu'ils fassent un courrier en commun avec les clubs qui sont de bonne volonté, et qu'ils s'adressent au président de la LFP pour dire, voilà, nous, on a un problème, on ne va pas pouvoir le régler individuellement. Il va falloir qu'on se rencontre avec Labrune, avec le président de la LFP, qu'on se mette autour d'une table et qu'on mène une action coordonnée pour savoir comment est-ce qu'on serre la vis, comment est-ce qu'on amplifie la prévention, le dialogue avec les supporters, et comment est-ce que on met en place un système coordonné de sanctions, que ce ne soit pas du coup par coup, où on ferme une tribune par-ci, où on met une amende de 5 000 € par là. Enfin, ça, vous voyez, il faut une cohérence, et il faut que la LFP joue son rôle d'organisateur, le rôle qu'elle assume d'organisateur. Voilà ce qu'on avait proposé. On avait proposé donc qu'au moins les clubs de bonne volonté puissent se rassembler, s'unir et puis avoir une action coordonnée sous l'égide de la LFP. Mais tout ça est resté lettre morte, mais tout ça pourrait être réimpulsé si jamais le président de la LFP décide d'agir de manière intelligente, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Oui, juste On va- pour... Pardon, Très juste... court, s'il Oui, vous plaît, très et on va court. laisser après la parole à Madame la rapporteure. Oui, très court, justement, c'était des propos conclusifs. Simplement pour vous indiquer, votre commission d'enquête s'intéresse aux défaillances des fédérations sportives. Vous avez évoqué tout à l'heure l'expression de prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Effectivement, l'homophobie est le petit bout de la lorgnette. C'est un problème comme un autre. On a l'homophobie, mais on a aussi le racisme, l'antisémitisme, toutes les violences qui se commettent dans les stades. Ça, c'est le problème, c'est le constat général. Vous vous intéressez aux défaillances des fédérations sportives. Je pense que vous ne pouvez pas décorréler le problème de la défaillance des fédérations sportives de la défaillance plus générale de nos institutions. Et c'est ce qu'on a dit très clairement à Madame la Ministre le 31 août dernier. Madame la Ministre nous demandait très gentiment, parce qu'elle est de bonne volonté, il n'y a pas à en douter, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour arrêter ces problèmes ? Et je lui dis, mais Madame la Ministre, décrochez votre téléphone. Il y a un élément psychologique en fait dans les politiques publiques qu'il ne faut pas oublier et qu'on a trop longtemps oublié. C'est qu'un directeur de club au niveau local, il n'agira jamais de son propre chef. Il a besoin d'avoir sa ministre qui lui tape sur l'épaule et qui lui dit, vas-y, travaille, lâche les chiens, tu as l'arsenal législatif dont tu disposes, ça, il n'y a pas de problème. Des textes, on en trouve. Les avocats sont là, c'est nous, la jurisprudence finalement. On est là pour faire avancer les choses. Il nous faut de la volonté, il nous faut de l'autorité. Pardon pour ce mot qui fait toujours peur, mais voilà, il faut remettre l'église au milieu du village et revenir à ces bons principes, j'allais dire peut-être 19e siècle, mais où le ministre avait un vrai pouvoir. Et aujourd'hui, on a des fédérations qui sont de simples organismes chargés d'une mission de service public qui se comportent comme des roitelets de province. C'est intolérable. Donc voilà, pour élargir le problème, vous n'arriverez pas à mater ces fédérations si vous ne remettez pas du droit des principes qui existent, si vous ne les appliquez pas simplement. Merci. Juste peut-être pour préciser un petit peu, le périmètre de la commission d'enquête est un peu plus large que les fédérations, puisque c'est commission d'enquête relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations sportives, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance. Donc c'est quand même assez large, justement, c'est ce qui nous permet aussi de travailler, de faire le corollaire avec la question du ministère de tutelle, parce qu'on a aussi identifié des dysfonctionnements à ce niveau-là. Et l'objectif, c'est bien d'avancer sur tous les fronts en même temps, y compris d'ailleurs avec la multiplication des acteurs dans le mouvement sportif, parce que
On a eu l'occasion de le voir, l'ANS, le CNOSF, le COJO, etc. etc. Donc tout ça aussi, pour que chacun soit bien dans ses prérogatives. Moi, j'avais quelques questions, je vais toutes vous les donner, puis comme ça, vous pourrez peut-être répondre en une seule fois. Donc, dans le journal Le Monde, vous aviez déclaré que la FFF et la LFP font régner l'impunité contre l'homophobie dans le monde du football et que cette cause ne les intéresse pas. Dans le courrier que vous nous avez adressé en amont de l'audition, vous expliquez que la FFF a toujours refusé d'entrer en contact avec vous. Ces propos rentrent en fait en résonance avec ceux tenus par Monsieur le maire, qui préside l'association Foot Ensemble, devant notre commission d'enquête. Et donc lui, il disait, je vous les guillemets, en ce qui concerne la FFF, je pense que le départ de Noël Le Graët était sans doute la meilleure chose qui puisse se produire, du moins sur le sujet de la lutte contre l'homophobie et les discriminations, en sachant qu'il ne s'y intéressait absolument pas, en tout cas jusqu'à hier, puisque visiblement, en commission, il a pris la pleine mesure et conscience du problème de l'homophobie dans le foot. Et donc, est-ce que vous partagez ce constat ? Le départ de M. Le Graët a fait évoluer les choses. Et est-ce qu'une prise de conscience est opérée depuis le départ de M. Le Graët au sein de la FFF ? Donc ça, c'est vraiment peut-être les premières questions. En matière de lutte contre les déviances dans les stades, ce qu'on arrive à percevoir, en tout cas ce qu'on a compris, c'est qu'il était difficile de distinguer entre les responsabilités respectives du ministère de l'Intérieur, de la FFF, de la LFP, du ministère des Sports. Quel regard avez-vous porté sur les graves incidents du dimanche 29 octobre ? Donc ce fameux match, c'était OL-OM, où justement le ministre de l'Intérieur s'est exprimé en disant que ce n'était pas à lui finalement de s'occuper de tout cela. Donc moi j'aimerais bien avoir aussi votre regard là-dessus et ce que vous en avez pensé. Et dernière question, est-ce que vous avez pris connaissance du plan d'engagement présenté par le président de la FFF le 19 octobre, qui vise en priorité à renforcer la lutte contre toutes les formes de violence dans le football, donc sexistes, sexuelles, homophobes et racistes. Et la FFF a notamment annoncé le renforcement des moyens humains et financiers de sa politique de promotion de l'éthique dans le milieu du football, avec la création d'une direction de l'engagement et d'un comité stratégique, avec un organisme qui devra certifier les actions conduites. Je le demande parce qu'au moment où on a reçu M. Diallo, on lui a posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas forcément de lien avec les associations, et il n'a pas été capable de nous répondre. Donc il nous a dit que c'était pas lui, il ne savait pas pourquoi il n'y avait pas de lien. Et donc la question, c'est est-ce que depuis sa présidence, est-ce que vous avez des relations avec la FFF ? Alors, depuis qu'il est président, donc nous, comme vous le savez, il a déclaré, il n'y a pas si longtemps, qu'il n'y avait pas de problème d'homophobie dans le football. Donc on est dans la droite ligne de Noël Le Graët. Il n'y a aucun changement. Il est là, il est à la FFF depuis 2 millions d'années, Monsieur Diallo, c'est un homme du sérail. Donc, il y a, a priori, il peut essayer il peut bouger sous la pression, mais à la marge. Par exemple, quand il est réélu, il y a un COMEX, un comité exécutif à la FFF. Ils sont quand même chargés de définir le football d'aujourd'hui et de demain. Ça doit quand même réfléchir un petit peu au niveau du COMEX. Ils ont des moyens à la FFF, ils ont beaucoup de moyens. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu réfléchir, d'ailleurs peut-être avec des orientations données par le ministère, réfléchir à la gouvernance et peut-être intégrer des associations de lutte contre les discriminations pour faire évoluer les statuts, les objectifs, les missions, les moyens de la FFF. Est-ce que ce travail de réflexion pour définir un projet pour le football de demain a été fait ? Bien sûr que non. On reste dans le même conservatisme et on n'en sort pas. Deuxième question sur le match OM-OL. Nous, on a mis en évidence des chants homophobes de supporters de l'OM contre Lyon. Ils sont avérés, ce sont des faits matériels. Et on a été de nouveau abasourdis quand on a entendu le procureur de la République de Marseille, M. Nicolas Besson, qui poursuit uniquement les faits de racisme des supporters lyonnais. Il a bien raison. Les saluts nazis, etc., ça doit être condamné. Mais pourquoi ? Est-ce que la justice française ne prend pas en compte les délits d'homophobie dont on a la preuve matérielle ? Expliquez-nous.
Et ça a eu lieu dans le stade Vélodrome, pas à l'extérieur. Donc si ils veulent se renvoyer la responsabilité entre FFF, LFP et puis Darmanin, après, nous, ça ne nous regarde pas. Nous, on parle de faits d'homophobie qui ont eu lieu dans le stade Vélodrome. Et d'ailleurs, M. Benoît Payan, le maire de Marseille, la ville est propriétaire du stade Vélodrome. Je vous ai fait écouter les chants « Il faut tuer ces PD » des supporters de Marseille. Pourquoi est-ce qu'un maire qui est propriétaire d'un stade ne réagit jamais? Idem pour Madame Hidalgo. On parlait des faits d'homophobie de PSG-OM. Pourquoi est-ce qu'elle elle réagit pas? Elle peut faire un signalement article 40. Ça l'intéresse pas? Je suis un peu en colère, mais enfin, il faudrait peut-être s'interroger sur la responsabilité des maires propriétaires des équipements sportifs où il y a des faits d'homophobie et qui ne font rien. Même pas un tweet. Et puis le plan d'engagement, là, on verra. On verra. Apparemment, il y a déjà des associations qui sont sur les rangs, vu qu'il y a 6 millions d'euros sur 3 ans, apparemment. Donc ça doit intéresser des associations qui veulent des subventions. Nous, on n'est pas candidats, on n'a pas Nous, on fait la démonstration que sans subvention, déjà, on reste indépendant, donc c'est pas mal. Et puis en plus... voyez, il nous suffit d'avoir des ordinateurs, un abonnement Prime Video, faire des communiqués de presse, etc. Et puis surtout travailler, voyez, travailler. Beaucoup travailler. Pas seulement attendre de dire du bien de la LFP, parce que voilà, comme ça nous permet d'exister, etc. Nous, on n'a que des coups à prendre. On demande... Nous, on veut bien travailler, hein, c'est pour ça qu'on va, avec le ministère des Sports, c'est pour ça qu'on va voir la ministre, on lui fait des propositions. Malheureusement, on est bien déçus. Mais vous voyez, c'est important quand même de voir que la forme lanceur d'alerte a aussi son rôle. Alors, si des associations veulent travailler avec la FFF, avec les 6 millions qu'elle vient de dégager sur 3 ans, on verra bien ce qu'ils proposent. Vous voyez, mais j'ai une proposition à vous faire, enfin à leur faire. Le 25 mai 2024, c'est la finale de la Coupe de France. Et ça tombe une semaine après le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Alors, monsieur Philippe Diallo, si tout à coup ça l'intéresse, la lutte contre l'homophobie, eh bien, qu'il fasse quelque chose pour la finale de la Coupe de France. Quelque chose, mais pas en catimini, hein, un truc bien préparé, avec une action qui a du sens sur la lutte contre l'homophobie. Voilà, ça c'est une proposition officielle qu'on fait à monsieur Philippe Diallo. Le 25 mai prochain, finale de la Coupe de France, il est décidé à lutter contre l'homophobie. Tiens, qu'il fasse quelque chose avec les joueurs qui seront en finale ce jour-là. Oui, peut-être juste un mot pour vous rappeler que la situation n'a pas changé et que les fédérations restent sur leur droite ligne. Un courrier, vous le trouverez dans mon dossier documentaire, c'est notre production numéro 7, un courrier qu'on a adressé au président de la LFP le 23 février dernier pour lui signaler que le 26 février suivant, un match OM-PSG allait se tenir et qu'on entend toujours des chants homophobes lors de ce type de match. Courrier très respectueux pour lui rappeler ses obligations et l'obligation de résultat qui est à la charge des clubs, jurisprudence du Conseil d'État que je vous ai cité. Et le lendemain, donc le lendemain de ce courrier du 23 février, un courrier du 24 février de la LFP, seul et unique courrier qu'en tant que conseil j'ai reçu de la LFP, qui me prie de cesser ce type de courrier comminatoire et qui m'indique que je suis dans une stratégie de dénigrement systématique du travail de la LFP et que nous ferions mieux d'avoir des actions de terrain concrètes. À quoi on a répondu le 28 février suivant, en répondant par toutes nos actions concrètes sur le terrain, qui sont très nombreuses, et en lui rappelant simplement la loi. Nous ne sommes pas là pour polémiquer, nous sommes là pour faire appliquer la loi et les circulaires de la FIFA, les circulaires... Voilà, un autre point sur lequel je voulais rebondir, madame, vous avez parlé des propos de monsieur Le Graët, ces paroles un peu christiques, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est une manière, encore pas plus tard qu'hier, de banaliser totalement ce type de propos et finalement de valider le fait que les stades aujourd'hui sont des défouloirs anti-valeurs républicaines,
des zones de non-droit. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une base de jurisprudence qui est absolument nécessaire pour la LFP. Il faut que la LFP écrive le texte de ces sanctions et qu'elle les rende disponibles pour qu'enfin on puisse avoir une ligne de sanctions établie. Et un dernier mot, on parle de sanctions, on ne parle pas de prévention. Les actions de prévention, ça suffit. Les plans d'action, les milliers de plans d'action dont se targuent les ministères, pardonnez-moi l'expression, c'est une honte. C'est une honte. Ça n'existe pas. Monsieur François Picmal pour une dernière question. Merci. Pardon. Donc François Picmal, député de la 4e circonscription de Haute-Garonne. Déjà, je vous remercie pour votre témoignage et votre travail sur cette question-là. J'aimerais essayer peut-être de finir par en éclaircissant l'horizon, si c'est possible. Par exemple, moi je suis de Toulouse, donc on a un club de foot qui s'appelle le TFC, on a un groupe d'ultra qui s'appelle les Indians, rebaptisé Invaders, et ils ont célébré leurs 30 ans. Il y a eu un article de presse, et je vous cite les déclarations d'un des représentants de ce groupe qui dit « En voyant que certaines personnes sont dérangées par telle ou telle catégorie de la population, on a décidé d'afficher sur une banderole dans tout le virage que quelle que soit ta religion, ton orientation sexuelle ou ton origine, tu es ta place. » Est-ce qu'il y a comme ça d'autres groupes de supporters, d'autres acteurs du football qui ont une action volontariste pour justement lutter contre l'homophobie ? Est-ce que vous en avez connaissance ? Est-ce que vous avez des exemples sur lesquels on pourrait s'appuyer aussi au niveau des institutions et autres pour avancer tous ensemble ? Je vous remercie. Alors, on est très heureux d'apprendre l'initiative des Ultras de Toulouse, qu'on félicite évidemment, vu que nous, notre rêve, c'est de pouvoir juste aller au stade et de faire la fête avec eux, pas plus, en étant respectés, c'est tout. Institutionnellement parlant, il y a l'instance nationale du supporterisme, qui a été créée il y a, je sais pas, en 2016-2017, et qui est réunie par la ministre des Sports. Nous, ça fait longtemps qu'on demande à être entendus, auditionnés par l'instance nationale du supporterisme, pour qu'on leur explique un petit peu nos objectifs, etc. Bon. Dans l'INS, l'instance nationale du supporterisme, vous avez l'ANS, l'Association nationale des supporters. Les rapports sont compliqués avec eux. Déjà, première chose, ils sont les interlocuteurs principaux du ministère et des instances du football pour essayer de trouver des solutions. Déjà, premier problème, tous les clubs ne sont pas représentés au sein de l'ANS. Marseille n'en fait pas partie, donc c'est déjà compliqué d'avoir un interlocuteur comme l'ANS qui ne regroupe pas tous les ultras. Nous trouvons qu'ils sont sur des positions beaucoup trop conservatrices. En gros, sans vouloir les froisser, parce que nous, on espère travailler avec eux, on trouve qu'ils ne souhaitent pas, finalement, qu'on embête les supporters avec ces histoires de PD. Eux, ce qu'ils veulent, c'est craquer des fumigènes. Ça, c'est important. C'est un choix. Le droit à pouvoir craquer un fumigène, c'est essentiel pour beaucoup d'entre eux. Ils ont des revendications un peu plus sérieuses qui concernent les interdictions de déplacement, les interdictions administratives parfois arbitraires, et on est tout à fait d'accord avec eux. Il faut revoir tout ça. Il faut qu'il n'y ait pas de décision arbitraire contre les supporters. On est prêts, nous, à défendre ces demandes avec eux. Mais d'un autre côté, il faut qu'ils entendent que l'homophobie nous fait très mal, fait beaucoup de mal. Et je reviens à l'audition avec Marie-Georges Buffet et Sacha Houlier, pour vous préciser juste un chiffre. Dans le rapport, la LFP déclare qu'il y a 75 000 supporters affiliés à des clubs de supporters, dont 47 000 ultras, rien que pour la Ligue 1. Vous voyez la masse de supporters qui existe en France,
et la nécessité de dégager des moyens humains et matériels importants pour faire une vraie sensibilisation. Et pour, à la limite, pour protéger ces supporters qui s'exposent à des plaintes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc nous, on demande à pas à faire partie, mais au moins d'être ponctuellement à être associés aux travaux de l'INS. Ça nous a été refusé. Encore dernièrement, par le cabinet de la ministre, que j'ai eu au téléphone, pour demander le fameux soutien à cause des menaces de mort. J'ai aussi demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas être reçu, écouté au sein de l'INS qui se réunit le 18 décembre. La ministre réunit l'instance nationale du supporterisme le 18 décembre. Est-ce qu'on ne peut pas parler, juste parler? Refus catégorique. Toutes nos demandes sont refusées. Est-ce qu'on va avancer comme ça? Il faut quand même qu'on puisse se parler avec les supporters. On n'est pas si différents les uns les autres. Une dernière question de Monsieur Stéphane Mazat. Merci Madame la Présidente. Tout à l'heure, c'est juste en fait pour savoir si vous avez en tête, dans le scope, un pays qui gérerait bien mieux la situation que la France. Vous avez parlé de l'Angleterre tout à l'heure, mais on sait que l'Angleterre a fait un gros travail pour chasser les hooligans. Et donc on a quand même des stades très aseptisés, il faut le dire, en Angleterre. Est-ce qu'il y a un exemple de football populaire, comme on l'a en France, avec des vrais groupes de supporters, des vrais ultras, mais où ça se passerait bien mieux que dans notre pays? Alors, nous portons Alors, juste avant que vous répondiez, excusez-moi, j'ai une nouvelle question de Madame la rapporteure, et comme ça, vous pourrez répondre dans la foulée. Merci. Oui, juste comme ça, on vous laissera le mot de la fin. Une précision, puisque vous avez évoqué l'ANS, on les a reçus également en audition, et eux nous ont dit qu'ils n'avaient pas de lien avec la FFF non plus, visiblement. Ils ne sont pas reçus aussi. Donc ça, c'est peut-être aussi un combat que vous pouvez avoir en commun sur pouvoir avoir accès aux instances du football pour avancer sur ces questions-là. Moi, j'avais 2 petites questions. A été évoquée avec eux la sanction de stopper les matchs, avec laquelle ils sont pas d'accord, parce qu'eux, ils parlent de sanctions collectives, ils ne sont pas du tout d'accord avec ce principe. Donc est-ce que vous, par exemple, vous avez une graduation des sanctions qui est possible à imaginer sur les actes d'homophobie et voilà. Et la deuxième chose, c'est ce qui s'est passé sur le match OM-OL. En tout cas, moi, de ce que j'en ai compris, c'est que les supporters lyonnais, les supporters, en tout cas les ultras qui étaient identifiés en tant que tels, avaient une interdiction de stade à Lyon, mais en termes de billetterie. Sauf qu'ils n'avaient pas d'interdiction de stade à l'échelle nationale et que donc ils pouvaient aller au stade à Marseille. Donc est-ce que là-dessus aussi, peut-être il y a une petite subtilité sur laquelle il faut qu'on avance? Est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur ou je ne sais pas qui fait les interdictions de stade? Ou est-ce qu'on laisse cette responsabilité-là aux ligues d'interdire l'entrée des matchs quand on sait que ça ne concerne que la billetterie? Alors, sur les autres pays, il y a des pays qui sont en avance. C'est pas compliqué d'être en avance sur la France à ce niveau-là. Nous, on porte le nom de Rouge Direct. Pourquoi? Parce que ça date d'une décision arbitrale en 2015 en Norvège, dans le championnat de France de Norvège, où on voit des images d'un joueur qui injurie un autre joueur sur une thématique homophobe. Il le traite de gay. L'arbitre entend ça, il siffle, dehors, carton rouge direct. Le joueur s'est excusé, le club a sanctionné le joueur, tout se passe normalement en fait, comme ça devrait se passer. Donc, bon, la Norvège, autre exemple. La Hollande, on a travaillé avec l'avocate du Vincent Labrune hollandais, du président de la fédération de la LFP hollandaise, parce qu'ils ont pris le problème très au sérieux. Ils avaient des problèmes d'antisémitisme aussi, beaucoup, parce que l'extrême droite en Flandre et en Belgique, c'est compliqué. Donc ils ont mis en place un système tolérance zéro, qui est très bien passé. Et puis ils ont aussi eu des actions de visibilité. Par exemple, la fédération hollandaise de football a son char à la Marche des Fiertés. Ça coûte pas grand-chose, ça, mais on aurait bien aimé voir Noël Le Graët sur un char à la Gay Pride. Ça aurait été intéressant. En tout cas, c'est possible. Vous voyez, c'est vraiment un manque de volonté
parce que c'est pas très compliqué, et pourtant c'est vachement important. Vous voyez, la sensibilisation, c'est cher. Ok, c'est cher. Mais un Kylian Mbappé, un Jules Koundé qui dit « mon coéquipier est gay », mais moi ça me dérange pas, tant qu'il sait bien jouer au football, ça me va. Bah, là, vous sensibilisez tout d'un coup 2 millions de jeunes. On fait des économies, ça coûte 0 €, c'est juste une prise de parole. Voilà, donc vous avez la Hollande, bon, vous avez l'Allemagne aussi, ou la presse allemande, le magazine Elf Freunde, 11 amis, hein, le France Football allemand, dernièrement a fait une couverture avec 600 professionnels du football allemand qui disaient aux LGBT, vous pouvez compter sur nous. 600 professionnels du football en Allemagne, mais vous imaginez, en France, il n'y en a pas un. Vous mesurez l'écart, le retard inacceptable du football français par rapport à l'homophobie. Voilà, je pense que ça fait quelques exemples européens. Et je le disais tout à l'heure, pendant la Coupe du Monde au Qatar, 7 fédérations européennes, le Danemark, les Pays-Bas, l'Écosse, on est nuls, ça ne peut plus durer. C'est une honte, une honte. Alors, pour l'ANS FFF, très bien. De toute façon, l'ANS, on serait très 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 content de leur parler plutôt qu'ils nous envoient des messages un petit peu méchants sur les réseaux sociaux. On préférait leur parler de vive voix, donc pas de souci. Ouais, les arrêts de match. C'est pas génial les arrêts de match parce que ça sanctionne tout un stade. Évidemment, ça arrête tout un match. Bon, après, il y a une procédure en 3 temps. Hein. Premier temps, un avertissement. Si ça continue, deuxième temps, une interruption de match pendant 20 minutes, ils reviennent. Troisième temps, si vraiment ils insistent pour continuer les chants homophobes, hop, match arrêté définitivement. Nous, on n'est pas satisfait de ça, mais en même temps, il faut bien faire quelque chose. Quand il y a des cris de singe, imaginez des cris de singe pendant une demi-heure. Non, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer un match dans ces conditions. Il y a des enfants dans les stades, il y a des enfants devant les écrans de télévision. D'ailleurs, on a porté plainte contre Amazon, le diffuseur de la Ligue 1. Alors, c'est dans la presse d'aujourd'hui, parce qu'ils ont une responsabilité de diffuseur aussi. Et s'ils veulent vendre leurs droits télé 1 milliard d'euros, il faut qu'ils s'attendent à ce que nous, eh bien, on demande des arrêts de match et qu'on fasse condamner aussi. Et puis, ils vont se débrouiller pour vendre 1 milliard d'euros des droits télé pourris de matchs qui seront indiffusables. Voilà, on le dit aussi. Qu'est-ce que pourrait faire Amazon ? Couper le son Ah, mais ça, c'est à eux de se débrouiller. S'ils veulent vendre des matchs pourris, c'est leur problème. Nous, on dit juste, c'est des matchs pourris par l'homophobie. Après, ils feront autre chose. Enfin, ils diffuseront du patinage artistique, ce qu'ils veulent, mais des sports où il n'y a pas d'homophobie. Sur les arrêts de match, donc, tant que la circulaire FIFA elle est en vigueur, c'est la circulaire FIFA 1682. Le président de la République, en juillet 2019, avait dit qu'il fallait une tolérance zéro sur les arrêts de match pour homophobie et pour le racisme. Il avait bien raison, c'était en juillet 2019. Noël Le Graët a dit non, pas question. Moi, j'arrête pas les matchs pour homophobie, je les arrête pour racisme, mais je les arrête pas pour homophobie. Voilà, il avait dit ça sur France Info. Nous, on avait justement, grâce à nos avocats, on avait écrit à la FFF pour qu'il retire ses propos. Parce qu'un président de fédération, quand il donne une instruction, même oralement, aux arbitres, ça vaut règlement. Donc on lui a fait retirer ses propos, et donc voilà, notre action n'est pas si inutile que ça. Donc les arrêts de match, si le travail de sensibilisation était fait comme on nous le promet depuis des années et des années, on n'en serait pas là. Le problème, c'est que quand il y a eu la circulaire FIFA en juillet 2019, comme ils n'avaient pas fait le travail de prévention, ça leur a sauté à la figure. Donc, et puis sur la gradation des sanctions, vous avez le règlement de la LFP qui est très bien fait. Il y a une gradation, individualisation des sanctions. Il suffit d'appliquer le règlement. Et j'ajouterais que ce serait pas mal d'intégrer des associations LGBT dans les commissions de discipline.
Peut-être juste un mot. Très très vite s'il vous Ouais. plaît, parce qu'en même temps, où il y a encore une dernière question. Ah. Et après, je suis désolée, il faut vraiment qu'on clôture cette audition, Bien parce sûr. que la prochaine est à 16h, il est déjà 16h30. Bien sûr, Voilà. c'était juste pour vous donner la comparaison avec le monde Allez, du tennis. Vas-y, non, attends, juste 2 petites secondes, et parce que Stéphane Bichou a une petite dernière. Alors, non mais bon, bon, très très rapide, très rapidement juste. Tout à l'heure, vous avez cité des joueurs extrêmement connus qui, effectivement, s'ils s'engageaient, pourraient être des boosters. Comment est-ce que vous expliquez qu'encore aujourd'hui, en 2023, nous n'ayons pas dans le monde professionnel de joueurs qui fassent leur coming out et qui, de ce fait, pourraient aider et faire œuvre utile contre l'homophobie dans le football? Alors, oui, justement, j'allais vous répondre, faire un complément sur ce point. Faire leur coming out, c'est pas ce qu'on leur demande, hein. C'est leur vie privée, et s'ils ont envie de s'exprimer dans la presse sur ce point, c'est une très bonne chose. S'ils n'ont pas envie, c'est leur vie privée. Par contre, sur le dispositif des arrêts de match, vous le trouverez dans nos pièces. Le 5 septembre dernier, pendant le 4e set de l'US Open, donc en matière de tennis, un joueur autrichien a entendu dans une tribune un spectateur qui a eu le très mauvais goût de chanter Deutschland über alles, le chant, l'hymne nazi. Il a ordonné à l'arbitre d'interrompre le match tant que le spectateur ne serait pas évacué. Et il a obtenu l'évacuation du spectateur. Voilà, nous c'est tout ce qu'on demande aux joueurs. Un Kylian Mbappé doit pouvoir prendre ses responsabilités, et quand il entend des chants racistes, des chants homophobes ou des chants sexistes, dire moi je ne joue pas dans ces conditions. Je suis français, ma devise c'est liberté, égalité, fraternité. Si la fraternité n'est pas dans le stade, je ne joue pas. C'est tout ce qu'on lui demande. Après, qu'il vive avec sa femme ou avec son compagnon, ça peut rapporter quelque chose, mais c'est pas ce qu'on lui demande à ce stade, on va dire, parce qu'on est tellement loin. On le demande juste aux joueurs d'avoir cette sensibilité républicaine et de ne pas simplement donner un produit de consommation à des spectateurs. J'ajouterais que si déjà, les conditions actuelles, elles ne sont pas réunies pour qu'il y ait un coming out, hein. Ça signifierait la fin d'une carrière. Vous avez reçu Wissem Belgacem en commission. Il vous a dit tout le bien qu'il pensait aussi de la LFP et du responsable RSE. C'est impossible de faire un coming out aujourd'hui. Le niveau d'homophobie est trop élevé. Bon, nous on pense que, évidemment, beaucoup de prévention aiderait, faciliterait les choses. On pense aussi que les sanctions, si elles étaient plus importantes, ça faciliterait aussi les choses pour un joueur qui voudrait faire son coming out. Mais il y a des choses beaucoup plus simples. Vous voyez, il y a un joueur de soccer américain, de football, aux États-Unis, il s'appelle Robbie Rogers, qui a fait son coming out. C'était en 2016, quelque chose comme ça. Et le président Barack Obama l'a félicité, lui a dit à la télé, c'est super Robbie, t'es bien courageux d'avoir fait ton coming out, tous ses coéquipiers étaient là, tout s'est bien passé. Ça coûte 0 €. Mais c'est la responsabilité d'un président d'un pays d'avoir une parole publique inclusive. Ça aussi, c'est pas cher. Ça coûte pas grand-chose d'avoir une parole bienveillante et inclusive pour les LGBT. Barack Obama en a fait la démonstration. Voilà, c'est aussi une des propositions. Vous voyez, il y a tout un arsenal de choses à faire. Et comme disait Adrien, c'est juste la volonté qui manque. Merci à vous, messieurs. Juste par un oui ou non, avez-vous déjà entendu parler d'homophobie dans le volley ? Oui, moi très franchement, non. Nous, on est vraiment spécialisés dans le football, beaucoup moins dans le volleyball. Messieurs. Un grand merci à vous. Merci.